précédemment, nous avons vu comment nous sommes devenus bipèdes. Je vais parler en tout premier, comme à chaque fois, enfin comme à chaque fois, si vous suivez la lecture tous les lundis, de la position de l'articulation entre la vertèbre et le crâne, entre la première vertèbre et le crâne, qui chez nous est spécifique puisqu'elle est centrale, alors que chez les autres primates, elle est plutôt postérieure, donc vers l'arrière plutôt. Et cette position particulière nous permet notamment la bipédie, mais peut expliquer aussi que notre cerveau ait pu grossir, ait pu évoluer. Parce qu'en ayant l'articulation plutôt postérieure, en fait, c'est plutôt la face qui va avoir tendance, donc la partie avant du visage, qui va tendance à être prognate, hein. Les primates ont souvent quand même un visage plutôt prognate. Alors que nous, on voit bien qu'il y a un équilibre, hein. On a le visage, en fait, c'est assez plat, hein, quand on regarde vraiment au niveau du squelette, c'est vraiment très, très plat. Donc il y avait déjà ça. Ça, c'est la première différence, qu'on a avec nos amis primates. Il y a le bassin aussi qui a une forme et une position, un peu particulière. Une forme qui est plus tassée parce que des contraintes en compression sur le squelette puisqu'on est debout, alors que, les primates vont plutôt avoir des contraintes en étirement, donc ils ont un bassin plus allongé et cette forme caractéristique aussi en V pour pouvoir justement supporter justement le poids du haut du corps et absorber ces contraintes par cette forme en entonnoir. Euh, Cette forme en entonnoir a créé aussi un rétrécissement de la sortie, notamment par rapport à l'accouchement. C'est pour ça que, j'arrête pas de vous le répéter, mais si vous ne le saviez pas, l'explication, elle est là. On ne naît pas fini, notre cerveau notamment, notre gros cerveau d'humain, ne naît pas fini parce que sinon on ne passerait plus par la sortie, ce qui poserait des problèmes quand même. Euh, donc nous avions ça, cette forme bien particulière. Le sacrum et l'orientation du sacrum aussi, notamment du plateau sacré ici, qui va recevoir alors je vais pas dire tout à fait la première vertèbre parce que le sacrum est une fusion déjà de plusieurs vertèbres, hein. 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 5, il y a 5 vertèbres sacrées, plus le coccyx. Et cette orientation, mine de rien, elle est hyper importante par rapport aux courbes vertébrales que nous avons. La fameuse lordose, syphose et lordose cervicale. Et on pourrait même considérer que le sacrum est une syphose aussi. Donc, syphose plutôt bosse, l'aspect convexe, et lordose plutôt concave. Alors, pour retenir la différence entre concave et convexe, concave, je descends à la cave, donc le creux. Je descends à la cave, concave. Voilà, c'est le petit truc mnémotechnique pour retenir, parce que c'est vrai qu'on a vite fait de se mélanger. Donc la lordose, voilà, le petit creux, ça en général, au niveau des lombaires, la lordose, le creux, en général, on visualise bien. La syphose, comme je vous disais, souvent on parle de syphose. Ah, la syphose, j'ai une syphose, c'est pathologique et tout. En fait, non, on a tous une syphose, mais effectivement, on peut avoir une hypersyphose ou syphose pathologique. Après, moi, je préfère parler d'hypersyphose, où on a effectivement une courbe trop accentuée qui peut poser certains problèmes. Mais ça, c'est particulier. En tout cas, la syphose, à la base, est une courbure naturelle de notre colonne vertébrale. Ensuite, donc ça, après, il y avait plein de petits détails, hein, au niveau de la position même de l'articulation ici, du cotyle qui va recevoir la tête fémorale qu'on va voir dans un instant ici. La position aussi est bien particulière par rapport aux primates et est aussi due à la bipédie. Ce qui était intéressant de voir aussi, là, comme on va parler des fémurs, c'est qu'on voit que il y a certaines choses qui sont au final des choses qui, de notre squelette, notre forme du squelette, qui sont liées non pas forcément à la génétique, mais au fait que, eh ben, on va se mettre en contrainte, on va se mettre petit à petit Dom va se mettre debout, va donc contraindre ses os d'une certaine façon, qu'est la bipédie, et ce qui va avoir un impact du coup sur son squelette.
Le ne naît pas avec le squelette de l'adulte. Ce sont des squelettes qui sont différents, et notamment le fémur. Le fémur, là, si vous regardez bien, il est oblique. Et cette obliquité fémorale n'existe pas chez le tidum, chez l'enfant, chez le bébé. Ce sera même plutôt l'inverse. On aurait plutôt tendance à avoir le genou qui va partir vers l'extérieur, plutôt que comme ici, on pourrait considérer entre guillemets vers l'intérieur. Et c'est en se mettant debout, par l'expérience qu'il va faire, son évolution motrice vers la bipédie, que cette obliquité va apparaître, puisque l'ostéogenèse des os se fait grâce à la mise en contrainte des os. Donc, qu'elle soit là via la gravité, la bipédie, on se met debout, ça crée une contrainte en compression qui va avoir un impact sur l'ostéogenèse, ou que ce soit par aussi les contractions musculaires. Ça aussi, ça a un impact sur l'ostéogenèse. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une particularité du coup liée à cette obliquité, c'est notre rotule et aussi le petit creux qu'on a au niveau de la tête du fémur, la trochlée fémorale, qui va accueillir la rotule. Puisque notre os est oblique, quand le muscle qui est par-dessus la cuisse, votre quadriceps, va se contracter, il va tirer non pas dans l'axe, donc de façon droite, mais légèrement sur le côté. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une contrainte vers l'extérieur. La rotule, du coup, vu qu'elle est tirée sur le côté, elle va avoir tendance à vouloir sortir. Et une rotule qui sort de l'articulation, comment dire, ce n'est pas très agréable. Donc, pour ça, la rotule a une forme non pas plate dessous, mais a une... Est-ce que tu veux bien... Lâche-moi la rotule. Lâche la rotule. Voilà. Tac. A une petite encoche ici qu'on retrouve sur la tête du fémur, ici, qui permet d'éviter à la rotule de sortir de l'articulation. Donc ça, c'est quand même bien pensé. Alors, autant le fémur n'est pas oblique à la naissance du tidum, autant la petite encoche et la forme avec de la rotule, ça, c'est de naissance. Et c'est assez paradoxal puisque cette encoche et cette forme particulière de la rotule, elles sont liées justement à l'obliquité du fémur. Donc, cette caractéristique est du coup génétique puisqu'elle est là dès la naissance, mais pourtant elle est issue du vécu, de la bipédie et de la transformation du fémur après. Donc ça, c'est un peu particulier. Dites-moi si c'est pas clair, hein. J'ai la rotule qui mange, alors je gratte un petit peu. Donc ça, c'était un constat assez rigolo au final, de constater ça. D'ailleurs, pour les petits, pour le petit fun fact, que ce soit le trou, que ce soit l'articulation entre le crâne et la vertèbre dont j'ai parlé au tout début, ou le fait que, alors non pas qu'on ait le pouce opposable, mais au contraire que nos pieds et les orteils tous alignés, et ben en fait, ces positions d'articulation sont des vestiges fétales, c'est-à-dire que tous les primates, nous compris, lorsque nous sommes un fœtus, nous commençons d'abord par avoir l'articulation centrée au niveau du crâne et les orteils tout bien alignés. Et c'est ensuite que chez les primates, l'articulation se postériorise et que le gros orteil de leur pied, parce qu'eux ont un pouce préhensile au niveau du pied, donc ce n'est pas ça qui fait de nous des êtres exceptionnels, in fine. Mais c'est après ça, du coup, que le pouce migre. Donc ça veut dire que nous, dans notre évolution, au final, quelque part, on pourrait se dire qu'on est revenu en arrière et que on a décidé de conserver. Enfin, on n'a rien décidé du tout, mais l'évolution a fait qu'on a conservé ces vestiges fétaux.
au fait, on n'a pas évolué. On pourrait presque dire que, à l'inverse, on a stoppé l'évolution fœtale pour garder, ces particularités, là, d'avoir les orteils tous alignés, enfin, en général à peu près alignés et d'avoir cette position, centrale de l'articulation de la vertèbre et du crâne. Donc voilà, ça c'est pour le petit, fun fact, que enfin moi je trouve ça rigolo. Après, c'est peut-être pas si drôle que ça, mais de se dire que voilà, on n'a pas forcément évolué, mais au contraire, on a stoppé une évolution, au niveau de notre évolution fœtale. Donc ça c'est assez rigolo. Hem, les courbures vertébrales aussi dont je vous ai parlé, c'est pareil, on ne naît pas avec ces courbures-là. Ces courbures se forment aussi avec l'apprentissage de la bipédie. Donc ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. Si vous regardez un bébé n'a pas forcément ces courbures-là. Elles vont commencer à apparaître quand il va commencer à se redresser. Elles vont même apparaître au fur et à mesure, parce que comme vous avez plusieurs, ce qu'on appelle les niveaux d'évolution motrice, chez l'enfant, vous avez plusieurs étapes, hein. On n'est pas, allongé puis d'un coup, bipède. Non, il y a plein d'étapes, redresser la tête, apprendre à tenir sa tête, se retourner, ramper, faire du 4 pattes, s'asseoir, se mettre, ce qu'on appelle en chevalier servant, puis ensuite se mettre debout avec appui, sans appui et cetera. Enfin voilà, il y a plein d'étapes et tout au long de ces étapes, bah, en fait, le squelette va se faire et ces courbures vont apparaître, petit à petit, quoi. Et elles sont, alors toutes ces transformations ont un but bien spécifique parce que je le dis et je le répète, mais nous ne sommes pas les seuls bipèdes. En revanche, nous sommes les seuls bipèdes permanents et du coup, pour, avoir cette bipédie, permanente, il faut qu'elle soit économe et du coup, c'est vrai que ce qui nous différencie, par rapport à la bipédie, d'autres primates notamment, c'est que, notre bipédie, elle est économe. Alors là aussi où je voudrais apporter une petite correction, c'est qu'aussi souvent on va vous dire, enfin j'ai entendu ça, dans certaines vidéos et autres, nous avons le mode de déplacement bipède, enfin nous avons le mode de déplacement le plus économe. Nous avons le mode de déplacement bipède le plus économe. Mais si nous comparons à des déplacements, d'autres animaux qui sont entre guillemets, enfin «leur déplacement habituel», est-ce que nous sommes beaucoup plus économes qu'eux? Je suis pas si sûre. Donc voilà, pareil, il faut bien garder ça en tête que c'est sûr que si on veut comparer à la bipédie des autres animaux qui peuvent être bipèdes, oiseaux et kangourous, ça compte pas? Je ne sais pas. Je connais pas bien, mais je pense que je sais pas si l'oiseau, enfin voilà, la bipédie de l'oiseau est économe, comment on peut la voir et cetera. Les kangourous, ils se déplacent, alors parfois en sautant, mais au final, il y a le rôle de la queue. Donc est-ce que c'est vraiment des bipèdes ou des tripèdes? Ou des tripodes? Je ne sais pas. Mais ils se mettent aussi à 4 pattes, ouais. Oui, oui, c'est vrai que pour avancer, ils vont souvent mettre leurs petites pattes, avant et tac, quand ils avancent doucement. En fait, je crois que ça dépend aussi de la vitesse de déplacement qu'ils vont avoir. Mais je suis pas spécialiste des déplacements de ces animaux, donc je vais pas, je vais pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, bien resituer que effectivement, si on prend, le déplacement bipède, oui, nous sommes économes comparés aux autres, mais nous ne sommes pas les seuls bipèdes et si nous comparons au mode de déplacement classique d'autres animaux, bah, là, a priori, le on ça peut être équivalent aux autres puisque, dans la nature, on recherche toujours cette forme d'économie dans le déplacement, parce que, bah, pour la survie, en fait, tout simplement. Donc là, bon, il y a tout, je vais pas trop revenir sur le détail, mais il y a tout des principes, biomécaniques, qui expliquent le fait qu'il y ait cette courbure-là pour que ce soit efficace et cetera. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, elle nous a parlé aussi de parce que dans ses travaux, alors ce qui est bien dans ce livre, c'est vraiment en fait, elle nous on suit avec elle son cheminement, sa réflexion, les étapes par lesquelles elle est passée. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant, de vraiment d'accompagner un chercheur dans ses réflexions et dans ses travaux au final. Et elle est passée un moment, très logiquement du coup, par l'analyse de la marche en 3D
à une époque où n'existait pas ce qu'on appelle la motion capture, hein, ce qu'on est utilisé maintenant très régulièrement dans le dans le cinéma, pour, les effets spéciaux et cetera, avec, les petites boules là qui sont un peu, placées partout et eux, ils ont créé en fait les débuts de ces technologies-là pour, justement pouvoir analyser, la marche, de l'homme et la marche, des primates. Ce qui a donné des choses un petit peu folkloriques, hein, parce que bon, c'est pas forcément évident, de faire marcher en ligne, un singe, hein, normal. Mais ce qui a donné des choses intéressantes, pour justement voir comment notre centre de gravité évoluait lors de notre marche. Le fait que quand vous marchez, en fait, vous avez, une phase où vous êtes sur vos 2 pieds et une phase où vous êtes, en ce qu'on appelle en appui unipodal. Vous avez une phase bipodale et une phase unipodale. Quand on a les 2 pieds au sol, on a le centre de gravité qui est plutôt au centre quand on regarde de face et quand on a, un seul pied au sol, là, le centre de gravité va se décaler au-dessus de votre appui. Alors que, par exemple, chez un singe, bah, ce sera presque l'inverse. Mais parce que lui, pour essayer de s'équilibrer, va beaucoup se servir de ses bras sur les côtés comme balancier, alors que nous, quand vous marchez, vos bras, ils sont sur le côté, il y a une oscillation d'avant en arrière, mais pas, ces gros mouvements de balancier pour essayer de retrouver votre équilibre. Donc ça aussi, dans l'analyse de la marche, c'était, très intéressant. Je viens de regarder des vidéos pour savoir les kangourous se déplacent en faisant des bonds lors de déplacements lointains, vitesse oui, c'est un peu comme ça que je les voyais se déplacer et les déplacements de proximité, ils peuvent s'aider de leur queue et s'appuyer avec les bras. Ouais, c'est un peu comme ça que je les voyais se déplacer. Mais du coup, est-ce qu'on considère que leur déplacement, standard est plutôt du coup du 4 pattes? Tu vois, c'est un peu comme les lapins, remarque, on pourrait se poser la question. Ah bah non, les lapins, c'est toujours 4 pattes. Et pour faire, enfin voilà, nous on a une bipédie économe, enfin après il faut regarder à la marche, à la course ou des choses comme ça, c'est encore différent, quoi. Hem, donc il y avait ça. Si j'oublie des choses, hein, et que, vous y repensez, hein, hésitez pas, hein. Ils sont presque tout le temps debout sur leurs 2 pattes, mais pas exclusivement du coup. Ouais, mais on les c'est vrai qu'ils sont plutôt debout sur leurs 2 pattes, mais il y a quand même, leur queue derrière qui joue et l'effet de balancier, je crois, quand ils se déplacent vite et quand ils sont, debout sur leurs 2 pattes, il y a quand même leur queue qui leur sert de troisième appui. Moi, c'est comme ça que je le visualise, mais je peux me tromper, hein. Je crois que leur queue, ça fait un peu comme un trépied, grosso modo, quoi. Tac, 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 donc ça. Alors, on avait vu, que comment? Oui, OK, cool. Que du coup, l'environnement dans lequel évoluaient nos ancêtres a évolué. Il est passé de très, on va dire, boisé avec des arbres, des forêts, donc de l'ombre, voilà, des endroits ombragés, à un environnement plus chaud, plus désertique, moins d'ombrage, moins d'arbres, et du coup, plus de chaleur, hein, et aussi une raréfaction de la nourriture et ce qui a entraîné du coup un besoin d'adaptation à ces nouvelles contraintes environnementales, pour lutter notamment contre l'hyperthermie. Comme notre corps est un gros consommateur d'énergie, et notre gros cerveau aussi, hein, c'est 20 je crois de notre consommation, notamment en sucre, enfin notre consommation d'énergie, c'est 20 pour le cerveau. Après, les muscles aussi sont très, énergivores, et pour les oiseaux, ils ont une deuxième moyen de déplacement, donc pas exclusivement debout non plus. Bah oui, oui, c'est pour ça que chez les oiseaux, je sais pas trop comment on compte, comment il faut compter. Hem, donc déjà pour aller chercher la nourriture, il y avait, bah, besoin de faire plus de déplacements, donc de consommer plus d'énergie. Consommer de l'énergie, ça libère de la chaleur, en plus dans un environnement qui fait chaud. Bref, il a fallu lutter contre l'hyperthermie parce que votre cerveau, est un organe très sensible et notamment à la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça que notre température
notre corps essaye de la maintenir, quelles que soient les conditions extérieures, à une température constante aux alentours, grosso modo, de 37 degrés. Grosso modo, après ça dépend des gens, voilà. Mais il y a quand même cette idée de garder une température stable, qu'il fasse 30 degrés dehors ou moins 5, il va essayer de garder cette température stable. Donc là, dans ce contexte-là, il faut lutter contre l'hyperthermie du fait de la température extérieure, du fait de la consommation d'énergie qui est accrue et qui libère encore de la chaleur. Et pour ça, la première étape, après tout ça, c'est fait quand même plus ou moins en même temps, hein. On ne peut pas dire, bah, il y a eu ça, et puis après, de façon très distincte ça. Enfin voilà, l'évolution, c'est un peu plus... Voilà, vous voyez l'idée, c'est un peu plus flou. Voilà. Oui, c'est pas le genre. Moi, je suis plutôt autour de 45 degrés. Alors 45 degrés, normalement, je crois qu'au-delà de 42 degrés, le cerveau, il aime pas trop, hein. Oui, mytho, ouais. Donc il y a eu déjà, il y a 2 ou 3 semaines, et coucou efficience! Les réactions chimiques métaboliques sont toutes calées là-dessus. Changer la température, c'est impacter toutes les réactions chimiques du corps. Ah oui, 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 c'est vrai que la température a un impact effectivement sur les réactions chimiques. Après moi je vais simplifier énormément, enfin je simplifie. En disant, consommer de l'énergie, ça libère de la chaleur. Enfin voilà, je vais aller là-dessus, mais effectivement, il y a aussi, cet intérêt-là, dans le fait... Ouh là, j'ai les chats qui sont tout excités. Dans le fait de garder ah bah, c'est vrai de toute façon. Dans le fait effectivement de garder une température stable. Et on avait parlé il y a 2 ou 3 semaines du coup, puisque la semaine dernière, il y a pas eu puisque j'étais malade, de la perte de nos poils. Si nous avons perdu nos poils, il y a eu la perte des poils, mais en parallèle d'une capacité à transpirer plus importante que, les autres mammifères. Nous avons augmenté le nombre de glandes sudoripares, et plus particulièrement les glandes écrines, parce que même dans les glandes sudoripares, vous avez 2 types de glandes. Je crois que c'est acrine et écrine. L'autre, c'est A quelque chose, mais j'ai un doute sur le nom. Bref, nous, on a privilégié les glandes écrines, et on en a entre 2 et 5 millions, qui est beaucoup. Euh, et pour que cette transpiration qui permet justement de refroidir notre corps soit la plus efficace possible, eh bien, on a perdu nos poils. Parce que, au final, je vais pas re-rentrer dans le détail, mais eau plus poils, en gros, si vous transpirez et que vous avez des poils, au lieu d'avoir ce contact direct avec la peau qui permet les transferts de chaleur et donc l'abaissement de la chaleur, l'eau va sur les poils, la sueur va sur les poils, et au final, c'est pas du tout efficace, voire même ça pourrait avoir l'effet inverse. Donc, du coup, plus de transpiration, beaucoup moins de poils pour une transpiration plus efficace, et donc lutter contre l'hyperthermie. Et comme je vous l'ai dit, le cerveau, c'est un peu celui qui a aussi besoin d'un système de refroidissement bien spécifique, parce que c'est voilà, un gros consommateur d'énergie, donc il libère par conséquent énormément de chaleur aussi. C'est pour ça dépend des gens, mais moi j'en ai il y a moins de circulation d'air, humidité, pas chassée, transpiration ralentie. Oui, merci pour le raccourci, c'est ça. Avec les poils, ça donne ça. C'est tout est enfermé, et effectivement, ça circule pas, et voire même ça crée presque un four dessous. Enfin bref, c'est pas forcément, c'est pas tip top. Donc pas avoir de poils, c'est bien pour baisser la température. Et on en était arrivé la dernière fois à ces histoires de circuits de refroidissement. Alors pourquoi je vous montre ce schéma-là? C'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle des sinus, qui sont en fait le cœur du système de refroidissement du cerveau. Et la dernière fois, nous avions vu... Alors attendez, hop, on va faire ça. Hop, je vais vous remontrer les schémas parce ils sont plutôt pas mal.
que, en plus de tous ces tuyaux, on va dire, enfin ce sont des veines, hein, qui refroidissent le cerveau. Il y avait aussi, au niveau du sinus caverneux qui est ici, hein, le petit renflement ici, qu'on voit aussi ici, 2 systèmes plus ou moins différents et l'un étant plus efficace que l'autre. Nous avons un système basique. Nous avons ce système-là, simple, basique, voilà, le sinus caverneux classique. Mais vous avez d'autres espèces, d'autres mammifères qui ont un sinus caverneux avec un réseau carotidien. Alors je sais plus, il a un nom en plus, particulier. Le truc, c'était pas magnifique ou je sais plus quoi. Si vous en souvenez dans le chat, n'hésitez pas à me le redire. Et ce système-là est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que quand on regarde de près, en fait, le sinus caverneux, qui est le gros bloc là, qui en fait est l'endroit où va se concentrer le sang des veines, le sang des veines donc qui va retourner au cœur, hein, qui est pauvre en oxygène, et ce sang-là est froid, est frais, on va dire. Je vais pas dire froid, mais voilà, il est plus froid en tout cas que le sang qui est dans les artères, qui est il y a trois streams en même temps. Courage, courage. Euh, le sang des artères qui part du cœur pour aller alimenter en oxygène les organes et notamment le cerveau, lui est plus chaud. Donc nous n'avons pas ces toutes petites artères là, ce réseau carotidien d'artères qui va venir baigner dans le sinus caverneux. Le fait que ce réseau carotidien baigne dans le sinus caverneux où il y a le sang frais va permettre au sang présent dans les petites artères du réseau carotidien de refroidir et donc d'apporter au cerveau un sang déjà refroidi. Donc c'est un système de refroidissement en amont et qui est vraiment encore plus efficace. Nous, on a juste la partie sinus caverneux, mais sans ce petit réseau, sans le réseau carotidien. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que, parce que souvent on dit oui, l'évolution va choisir le truc le mieux en fonction des besoins, machin. Et en fait, on se rend compte que les animaux qui ont ce fameux réseau carotidien avec le sinus caverneux sont pas forcément les animaux qui vont avoir des montées en température les plus extrêmes ou des activités hyper intensives, hein. Par exemple, là, on a le mouton et le singe. Bon, est-ce qu'un mouton est un hyperactif? Ouah, j'ai des doutes, j'ai des doutes. Donc, il y a vraiment là, c'est là où on voit que l'évolution, c'est du hasard aussi, quoi. Donc ça, de voir un peu ces différences-là et de se rendre compte que l'évolution, c'est pas juste on a optimisé les choses, mais parfois c'est le fruit du hasard, où il y en a un où il y a une différence plus efficace que l'autre. Voilà, nous ne sommes pas parfaits. Désolée de vous l'apprendre, vous n'êtes pas parfait. Donc on en était là. Et on en était le drainage cérébral chez l'homme, une voie principale et une voie auxiliaire. Hop, donc on va reprendre ici. Sauf si vous avez des questions sur le résumé. Alors comme je vous ai dit, hein, j'ai essayé de faire un résumé un peu plus court que d'habitude parce que je suis d'habitude. Enfin la dernière fois, je crois qu'on a fait 1 heure et demie de résumé. Et que je suis un petit peu fatiguée ce soir et toute pleine d'émotions et de petites montées de stress avant l'opération, même si c'est pas demain l'opération, hein, il y a encore un peu de temps. Mais le mouton, il a le cerveau plus éloigné de la surface. Je sais pas si ça joue. Je pense pas. Parce que là, ça donne l'impression qu'il est plus éloigné de la surface parce qu'il y a la laine par-dessus. Mais si on regardait au niveau du crâne, pas forcément, hein, pas forcément. Puis en plus, on avait vu, enfin, je sais plus, c'est les chats et le chien. Enfin, il y a d'autres animaux. Il est hop, présent chez de nombreux carnivores, chez certains ongulés. Il est absent. Alors attends. On croit qu'il existait un lien.
Entre le développement de ce réseau carotidien et le mode de vie des mammifères, les animaux très actifs générant une très grande quantité de chaleur posséderaient un réseau tandis que les animaux qui ne le sont pas ne le posséderaient pas. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le chien, le chat, le loup, l'antilope, mais aussi la vache et le mouton, qui ne sont pas des animaux spécialement actifs, bon, il est parti, mais là, vous voyez derrière Asia, hein, c'est quand même sa position la majoritaire pendant la journée. Hein. Je ne sais plus si un chat dort pas, enfin, je sais plus, c'est plus de 15 heures, je crois, dans la journée. Donc voilà, c'est pas forcément des animaux les plus actifs. Pourtant, ils possèdent ce réseau carotidien que nous ne possédons pas. Alors qu'à l'époque, par exemple, comme on devait marcher beaucoup pour chercher notre nourriture, on pourrait considérer qu'on en avait besoin. Hein. Donc il y a pas de corrélation, il y a pas d'effet de causalité pour le coup entre le fait d'être un animal actif ou pas, quoi. Donc ça c'est assez, pour pouvoir mettre des coups de boule, ouais. Oui, c'est vrai que les moutons ils foutent des coups de tête. Moi je dis: «Faites moins bosser les humains et mettez les chats à contribution». Moi j'essaye, hein, je te jure les filles, j'essaye, hein. Ils foutent rien, hein. Enfin, mais tu vois, à tel point que je vais être obligée de demander à quelqu'un de venir me filer un coup de main pendant une opération, quoi. Alors j'ai rigolé tout à l'heure, je fais une aparté, mais j'ai appelé ma mutuelle du coup pour savoir si j'avais le droit à une aide à domicile. A priori, j'ai le droit. Alors c'est pas beaucoup d'heures, hein, c'est genre 15 heures sur 4 semaines. Donc autant vous dire que ça fait pas beaucoup. Bon, heureusement, j'aurais pas besoin non plus de beaucoup, donc ça va. Je pense que j'ai réussi à me dépatouiller, plus les coups de main peut-être de copains, ça devrait le faire. Mais elle me demande, «Est-ce que vous avez des enfants?» Et je lui dis: «Bah non, si j'avais des enfants, je vous appellerais pas, je les ferais je les ferais bosser». Je serais vraiment une mère insupportable. Donc à défaut de faire bosser les chats qui veulent pas, si j'avais des enfants, c'est eux que je ferais bosser, quoi. Bref, c'était pour l'aparté, à la con, mais donc oui, pas de et si tu installes un manège à souris? Ouais, je pense qu'ils vont juste courir après les souris, hein. «Maman, elle est fatiguée, elle a bossé, allez bosser dans votre chambre», ouais. Mais donc voilà, donc il y a pas de rapport entre le fait d'être plus ou moins actif et de posséder ou non ce réseau, carotidien qui est, plus efficace, chat, ado, même combat, oui. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà, il y a pas de rapport. Donc voilà, c'est là, encore une fois, comme je vous dis, où le côté hasard de l'évolution, et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'être parfait et que, non, nous ne sommes pas, nous, êtres humains, parfaits. Voilà, il y a plein de choses que nous ne savons pas faire, que nous ne pouvons pas faire, plein d'environnements dans lesquels, bah, nous mourrions, très rapidement. Et bonsoir maquillage. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Hem, donc voilà, ça c'est je trouve ça assez rigolo. Donc là, on va rentrer du coup un petit peu plus du coup dans comment, avec tout ce réseau de sinus, et notamment de sinus caverneux, bah écoute, ça va. De sinus, voilà, comme je vous montrais là tout à l'heure, hop, ces différents réseaux, plus le sinus caverneux qui doit être par là et non, c'est pas ça. Si, c'est celui-là. Yes. Donc tous ces différents réseaux, essayez de comprendre un petit peu plus du coup comment ça fonctionne. Ça parle de quoi? Ça parle, là, le lundi soir, on parle de alors ici, tu es sur une chaîne de vulgarisation santé. Je suis orthoprothésiste, dans la vie, enfin paramédicale, hein, je fais du grand appareillage, sur mesure et ce soir, le lundi soir, c'est, lecture «Comment nous sommes devenus bipèdes», de Christine Tardieu et c'est un bon support pour parler, bah, d'anatomie, de notre fonctionnement, et on apprend des choses tous ensemble parce que comme je ne connais pas tout, hein, qui connaît tout? Donc il y a des choses, bah, là, par exemple, sur le système de refroidissement du cerveau, typiquement, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, énormément, donc j'apprends avec vous et puis parfois sur l'anatomie, comme on a vu sur, l'obliquité fémorale, les courbures de la colonne vertébrale et cetera, bah, j'apprends aussi et en même temps j'utilise mon expertise pour vous aider aussi à comprendre, quoi.
Donc, hésitez pas à poser encore une fois des questions dans le chat s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et si jamais, hésite pas à regarder il y a des temps forts. Je fais des temps forts sur la lecture. Il y a une collection d'ailleurs lecture, je crois que ça s'appelle. J'ai dû créer 2 ou 3 collections. Donc, si tu veux revoir les épisodes précédents, n'hésite pas. Et je crois même que j'avais fait un résumé sur l'épisode. Enfin, j'ai réussi à faire un temps fort sur l'épisode 7, sachant qu'on est au 9. Donc, tu peux regarder ce temps fort-là si tu veux. Comme ça, tu auras un résumé de tout ce qu'on a vu avant et reprendre. Je crois que j'avais fait ça, hein. Il me semble que j'avais fait ça. Après, de toute façon, je fais un résumé à chaque début de stream. Donc, voilà. En tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, le drainage cérébral chez l'homme, une voie principale et une voie auxiliaire. Le drainage cérébral a une grande importance dans le fonctionnement du cerveau. Nous avons vu que les sinus de la dure mère qui collectent le sang des veines, donc les veines, c'est le sang pauvre en oxygène, de l'encéphale, sont drainés par les 2 veines jugulaires internes. Alors, est-ce qu'on avait réussi à les voir ici? Mmh, est-ce qu'on avait réussi à les voir? Je ne sais plus. Est-ce que je vais retrouver la jugulaire, ça c'est la carotide vertébrale. Après, c'est possible. Des fois, vous avez des choses c'est la même chose, mais avec un terme différent. Donc, c'est pas impossible. Jugulaire, moi, je mettrais bien la carotide, hein. Alors, je ne fais pas les appareils dentaires, hein, mais je comprends T'inquiète, c'est pas t'es pas la première à faire la confusion parce qu'on parle aussi d'orthoprothésiste pour tout ce qui est dentaire. Mais je fais. En fait, je travaille auprès de polyhandicapés, particulièrement des enfants, et je fais beaucoup d'installations de positionnement. Après, les dents, comme j'ai fait aussi une petite formation en posturologie, et que les dents, c'est comment pas un récepteur. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée ce soir, donc je perds un peu mes mots. Enfin, ça fait partie des capteurs de posturologie. Donc, mine de rien, avoir, voilà, je vais pas dire des bonnes dents, mais en tout cas, le moins de problèmes de dents possible, contribue à être bien dans son corps aussi. Et bonsoir Karim, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Donc là, hop, mais je pense que ça doit être ça, carotide et jugulaire. Si. Ah voilà, la veine jugulaire. Ça y est, on l'a trouvé. On l'a trouvé, on l'a trouvé. Donc c'est drainé par ça, par ici. C'est juste que j'étais sur les artères et que c'était une veine. My bad. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Hop. Donc, les sinus. Donc les sinus, hop, je vous remonte juste vite fait. Désolée, hein, je fais des allers-retours. On va le mettre complètement à découvert ici. Les sinus, hein, c'est ces grands, ces espèces de grosses veines qui font partie de tout ce système de refroidissement du cerveau pour lutter contre l'hyperthermie. Hop, donc ces veines qui refroidissent sont drainées par les 2 veines jugulaires que, un peu fatigué, bah, bienvenue au club, on fait le club des fatigués. En tout cas, pose-toi tranquillou, t'inquiète, ça va bien se passer. Donc ces 2 veines sont drainées par les 2 veines jugulaires internes, donc on a vu là. La majorité du drainage cérébral, donc le fait de drainer, hein, c'est de faire partir, hein, s'opère par cette voie de déversement que l'on appelle la voie jugulaire, la voie principale. Cependant, les sinus de la dure mère sont accessoirement drainés par une autre voie, importante pour notre propos, les voies émissaires auxiliaires, qui est très ramifiée. Alors les voies émissaires auxiliaires, est-ce qu'on les a vues là? Truc sigmoïde. Hop. Sinus transverse.
J'essaye de trouver aussi un petit peu, externe, tac. Est-ce que ça va être des trucs comme ça? Non, ça c'est le crâne. On va voir. Qu'est-ce qu'elle va dire? OK. Donc il y a pas que cette voie-là, il y a aussi des voies auxiliaires. Après, ça paraît logique, enfin, si tu veux avoir une meilleure circulation, avoir plusieurs voies de drainage pour que ça circule bien, ça peut être pas mal. La plus importante ramification sont les plus importantes ramifications sont de véritables voies de dérivation qui permettent de rétablir la circulation lorsque les voies principales de déversement sont obstruées. Et bonsoir, y en a marre, comment ça va? Alors les voies principales obstruées, j'espère ne pas avoir la veine carotide, la veine, pardon, jugulaire, obstruée, ça doit quand même pas être top cool, hein. Donc là, elle nous présente tout ce réseau de veines qui participent au drainage des sinus. On a vu qu'il y en avait un là, il y en a sur les côtés aussi et là, vous avez toutes ces veines, alors avec des noms, hein, veine émissaire de Santori, occipitale, mastoïde, hop, le sinus caverneux, hein, qui est là, pardon, qui est juste ici, veine temporale. Mais pour autant, un caillot égale AVC, non? Même s'il y a des canaux auxiliaires. Hem, alors déjà, enfin, oui, là, je pense que, quand elle, dit ça, je pense pas qu'elle visualise un caillot dans la veine jugulaire principale, dans la voie principale de drainage. Je pense que c'est plus, si vous avez un gros besoin de refroidissement et que du coup, c'est pas est-ce que c'est vraiment une obstruction dont elle parle ou plutôt le fait que le dé enfin, qu'il y ait besoin d'avoir, un surplus, je sais pas. Après les veines étant le sang qui est pauvre en oxygène et qui repart au cœur, on pourrait considérer que c'est un peu moins grave que, même si c'est quand même pas cool, hein, mais c'est quand ça va boucher une artère, que, quand un caillot va boucher une artère, que là, c'est problématique. Parce que le sang riche en oxygène n'arrive pas à la zone. Donc oui, un caillot égale un accident vasculaire cérébral. Alors vous avez un autre type d'accident vasculaire cérébral, qui est, à la place du caillot qui bouche, vous avez une hémorragie, donc là, au contraire, c'est une fuite et le sang, comme il y a une fuite, bah, il n'arrive plus à l'endroit où il est censé arriver. Donc ça, c'est le 2e type, d'accident vasculaire cérébral. Alors la plupart du temps, je crois que c'est souvent un caillot, hein. Mais là, je pense pas qu'on parle de ce type d'obstruction. Je pense pas. Je pense pas, je pense pas. C'est plus pour avoir un système, de drainage et de circulation parce qu'on rappelle que le but, hein, des sinus et cetera, c'est d'avoir du sang froid pour refroidir le cerveau. Donc il faut que ça puisse, que ce système de refroidissement puisse être efficace, donc que la circulation elle soit, optimale pour refroidir, en temps et en heure, on va dire le cerveau, quoi. Donc voilà, il y a tout un réseau périphérique autour de ça, avec le réseau principal et tous les veines émissaires, dans lequel les sinus vont venir, se déverser, pour être drainés. Je vais quand même lire la légende. Profil d'un crâne humain avec quelques veines superficielles et veines émissaires. Les petites veines émissaires, entourées d'un cercle issu des veines superficielles du crâne de la face, traversent les os crâniens et pénètrent dans le réseau des sinus intracrâniens, en gris clair. Le sang véhiculé par ce circuit atteint le cortex cérébral du cerveau en cas d'hyperthermie. Hem, Quand on ne sait pas garder son sang-froid ou quand on a le sang chaud, comment on fait? Alors là, ça va pas être une question de régulation de la température, au sens propre du terme, mais je crois que tes veines et ton sinus caverneux ne pourra pas grand-chose pour toi. J'ai une petite question posturo. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai vu un de tes confrères pour des semelles. Lors des tests à partir de ma myopie astigmate, il m'avait demandé si j'avais un trouble du neurodéveloppement, c'est ça? 10 ans TND, c'est ça que tu veux dire? 10 ans après, j'ai été diag TDAH, TSA, dyscalculie. Comment il a fait? Hem, heu, alors je pense que ça doit être, déjà ça doit être un bon quand même.
Mais je saurais pas te dire exactement parce que je t'avoue que, au niveau de la posture row, je n'ai pas assez d'expérience. Hem, oui, trouble du neurodéveloppement. OK, cool. Je n'ai pas assez d'expérience et ça, c'est beaucoup, je pense, d'expérience. Je sais que, le la personne qui m'a formée en posturo, au bilan, et à la fabrication de semelles, en l'occurrence, parce que en posturo, vous avez les yeux, vous avez les dents, vous avez l'oreille interne, enfin voilà, il y a plusieurs choses. C'est une approche globale, hein, du corps, hein. C'est pour ça que je me suis formée, en posturo. C'est vraiment cette approche globale du corps, me paraissait hyper intéressante et très certainement qu'il a dû déceler chez toi à travers ce qu'il a vu, à travers les tests qu'il t'a fait, à travers, peut-être certainement la myopie, enfin le côté myope, astigmate, un espèce de schéma plus ou moins qui te retrouvait chez les personnes, 10 ou avec, des TND et que ça l'a mis sur la piste. En sachant que, moi je sais que la personne qui m'a formée me disait que, hem, il avait des bons retours. Il faisait des semelles spécifiques pour notamment pour les enfants 10 et qu'il avait des très bons retours. En fait, souvent chez les enfants 10, dyscalculie, dysorthographie et cetera, et chez, les TDAH, il y a en fait une espèce d'hypersensibilité. Les capteurs sont, heu, très sensibles et du coup ça crée tout le temps de la stimulation de partout, quoi. Tout est stimulation. Donc c'est ce qui fait que, bah, l'attention, le côté 10, va être très fort parce que en fait c'est il est le gamin est surchargé d'informations. Et du coup, bah, il faisait des semelles avec, un revêtement un peu particulier, voilà, enfin, une optique un peu particulière et alors je dis pas que il disait pas que c'était miraculeux, il disait que ça dans un cadre d'une approche globale, il avait des bons résultats, quoi et ça, c'est pas tous les, enfin, tu as vraiment dû voir quelqu'un qui était, ouais, qui pour moi était bon parce que, tous ne sont pas, sensibles et formés à ça, dans notamment ceux qui font de la semelle. Alors j'espère de plus en plus, mais c'est cool. Est-ce que c'est le fait qu'il t'ait parlé de ça qui a fait partie en tout cas des petits pierres qui ont ét qui ont t'ont amené à te faire diagnostiquer? Ou est-ce que ton diagnostic est arrivé dans un autre cadre, mais est-ce que ça a contribué en tout cas à te poser des questions ou pas du tout? Enfin, comment tu as, reçu cette question? Parce que c'est vrai que, quand on te parle de TND, sur le coup, tu es là, bon, enfin, voilà, hem, même qu'il y a eu plein de choses indépendantes de la posturante, ouais. Oui, oui, aussi, hein. Oui, oui, mais ça n'empêche, c'est pour ça que je parle de sensibilité aussi au sujet parce que, c'est un ensemble de choses, bien sûr. C'est un ensemble de choses. Puis, c'est pas l enfin, il reste pas formé à ce genre de diag. Mais, voilà, si tu es sensible au truc et que tu as l'habitude aussi, tu peux voir quelques petits signes, quelques petites choses, plus, les tests. Enfin, après, c'est aussi, quand les gens ont de la bouteille, voilà, ils savent que, voilà, il y a des schémas qu'on retrouve quand même chez certains types de patients, et enfin moi ça me fascine tout ça, mais oui, le mec est hyper demandé et oui, ça a participé à ma démarche de questionnement d'abord et ensuite au diag. Merci beaucoup pour ta réponse. Pas de rien, je t'en prie. Mais merci pour ton témoignage, hein, parce que je trouve ça très intéressant aussi ça prouve, enfin, ça démontre bien aussi que, un bon professionnel, bien formé, peut vous apporter plus qu'une bête consultation ou plus, j'ai envie de dire, plus que vous faire bêtement des semelles pour vous faire des semelles et cette approche-là, enfin, voilà, que j'ai envie de dire que je défends quelque part, qui est cette approche globale du corps et hem et de pas toujours se focus genre, «Ah, je fais une semelle, je regarde que le pied et machin». Non, regarde la personne en son entier parce que déjà la semelle, c'est le premier contact avec le sol.
Mais même quand vous allez voir un dentiste, s'il a, cette sensibilité-là à la posturologie, c'est tip top, quoi. Bah, Asia, OK, c'était juste un petit passage éclair comme ça. Elle va aller chercher son frère, je suis sûre. Mais, mais c'est génial, c'est génial. Je sais pas, enfin, est-ce qu'il avait un nom rigolo? Parce que la personne qui m'a formée, il est dans le Jura, je crois. Il est en Alsace, si je me trompe pas. Et franchement, très, très bon. Un ancien militaire, c'est très drôle, un ancien militaire, qui s'est reconverti et qui est d'une psychologie non, mais je peux te dire son nom. Bah, écoute, pourquoi pas, si tu est-ce que dans quel coin il est? Parce que c'est vrai que des fois, on me demande des conseils, enfin, tu vois, qui je peux aller voir et tout. Alors, des fois, il y a des annuaires, mais l'idéal, ça reste, hein, et pour tout, hein, ça, c'est un conseil général, le bouche à oreille, franchement, il y a pas mieux, hein. Le Calvados. OK, cool. David Faure, OK. Bah, j'irai regarder. Et lui, il fait de la semelle, il fait de la semelle et posturo. J'irai regarder. Cool, cool, cool. Mais ouais, moi, après, après, moi, ça me fascine ce genre de choses, hein. Enfin, il y a des trucs, voilà, mais tant mieux, hein, tant mieux que ça ait participé, contribué à ton, enfin voilà, à t'amener jusqu'au diag, à te poser les bonnes questions, et surtout aussi, parce que d'avoir un diagnostic, c'est bien, mais il faut aussi que ça t'ait apporté quelque chose. Parce qu'avoir un diagnostic pour avoir un diagnostic, bon, peu d'intérêt. L'intérêt derrière, c'est que ça te soit utile, quoi. Parce que si vous avez pas, si vous avez pas de problème dans votre vie, ça sert à rien d'avoir un diagnostic. C'est si ça vous pose un souci et que là, le diagnostic peut vous aider, là c'est intéressant. Allez, on est reparti. En plus, là, je vous avoue que c'est un morceau, le morceau du cerveau, là, du refroidissement du cerveau, c'est pas forcément le, le plus simple et le plus. Je vais galérer aussi, hein. Voilà, si vous ne comprenez pas très bien, soyez rassurés, je vais galérer aussi. Hop, je sais plus où j'en étais. Ces voies auxiliaires sont constituées de très nombreuses veines émissaires qui émergent des sinus durs méridiens et sortent de la boîte crânienne par deux mots. Ah, ça, je l'ai lu. On distingue les veines émissaires de la voûte et de la base du crâne. De la voûte, parce que c'est l'un, plus en haut, et de la base du crâne, ce sera plus en bas. Les veines émissaires de la voûte sont principalement les veines émissaires pariétales. Il me semble que c'est sur les côtés. Pariétales, pour moi, c'est par là. Occipitale, temporale. Mais elle met pas les termes aussi sur son truc, c'est con. Les veines émissaires pariétales et occipitales et toutes les veines qui naissent dans l'épaisseur des os plats du crâne, appelées veines de diploé. Bon, pas très grave. Pariétale, côté, ouais, pour moi, c'est côté, ouais. Prise en charge globale, RQTH, et enfin compris pourquoi je me sentais mal adaptée à mon environnement. Ah, cool. Bah, si, c'est tant mieux. Si ça t'a vraiment apporté, tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quand on se sent, parfois, enfin, voilà, alors j'ai pas de TDAH, mais le côté se sentir, mal adapté, et cetera, ou voilà, un peu comme un extraterrestre, des fois, quand vous avez une clé de lecture qui vous permet de mieux comprendre, même si ça change pas les faits, ça change pas la chose, mais mine de rien, c'est un soulagement. Vous comprenez pourquoi, pourquoi vous avez ce sentiment. Et en plus, derrière, potentiellement, vous pouvez vous sentir moins seul parce que vous savez que, bah, en fait, enfin, vous êtes pas tout seul aussi à avoir, enfin, voilà, à être comme ceci, comme cela, etc. Et du coup, ça peut aussi aider. Mais comprendre, ouais, ça crée un soulagement. Je pars dans tous les sens, je suis désolée. Là, bon, je n'arriverai pas à vous. En gros, elle vous parle de veines que selon où elles arrivent, où elles sont, elles ont tel ou tel nom.
On va rester sur le fait que vous avez les sinus principaux et des veines qui les drainent. On va rester là-dessus, on va faire simple, et que dans ces veines qui les drainent, vous avez une voie principale, la veine jugulaire, et une voie auxiliaire, qui sont les veines émissaires, qui permettent d'améliorer le drainage, et notamment, alors elle a parlé d'obstruction, je pense que c'est plus pour l'amélioration du système, mais peut-être que je me trompe. Ces veines diploétiques, elles sont diplomatiques et éthiques, c'est ça que ça veut dire? Forment un véritable labyrinthe veineux, je confirme, qui communique d'une part avec les veines du cuir chevelu, voilà, et d'autre part avec les sinus crâniens, établissant ainsi des connexions entre systèmes veineux exocrâniens et endocrâniens. Exo à l'extérieur du crâne, endo à l'intérieur du crâne. Voilà, exo extérieur, endo intérieur. Les veines émissaires de la base du crâne sortent par des foramènes. Foramènes, c'est trop. Des foramènes situés principalement au voisinage des sinus caverneux. Et c'est quoi les sinus de quand on a une sinusite mode tête et la morphe qui déconne? C'est pas le même genre ou si? Non, c'est pas les mêmes sinus. C'est pas la même. Je sais pas si je les aurais là, ces sinus-là. C'est les sinus qui sont ici et là. Et en gros, sinus. Putain, je vais aller regarder, essayer de faire une recherche vite fait, mais sinus, ça s'apparente plus ou moins à une sorte de réservoir en fait, hein. Alors, sinus. Cavité de certains os de la face, frontale, maxillaire supérieure, renflement de certains vaisseaux sanguins. Voilà, donc c'est quoi le sinus? Cavité aérienne présente par paire. Alors ça, on est plutôt sur les sinus rapport au sinus de quand on a la morphe, quoi. Voilà. Mais c'est une bonne question, hein. Vraiment, n'hésitez pas à poser les questions, hein. On est là pour ça et parfois je peux y répondre, parfois pas. Parfois on fait comme là, pour s'assurer, on fait une recherche. Donc vraiment, sentez-vous libre et sentez-vous curieux surtout. Euh, Hop, établissant les connexions entre systèmes veineux endo et ok. Les veines émissaires de la base du crâne sortent par des foramènes situés principalement au voisinage des sinus caverneux. Donc par des trous situés au voisinage des sinus caverneux. Donc déjà, moi, il me semblait qu'on avait qu'un sinus caverneux. Tu veux en monter un groupe anti-sinus? Elles peuvent jouer un rôle important dans la déplétion de la cavité crânienne. Ok. Ah, alors sachez, parce que là je viens de me rendre compte que c'était pas la bonne scène, qu'il existe une nouvelle alerte qui s'appelle pourquoi il m'embête? Mais arrête de m'embêter. Qui s'appelle scène, point d'exclamation. Non, mais je sens bien que Quand vous essayez de me dire quelque justement chose. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu j'oublie ça? de changer de scène. Donc n'hésitez pas à me le rappeler. Oh, ça c'est cool. Donc elles peuvent jouer un rôle important dans la déplétion de la cavité crânienne. Autant vous dire que déplétion, alors peut-être que vous l'aviez, moi je ne l'avais pas. Et là, je viens de voir que si je sélectionne et que je clique sur définir, j'ai définir diminution de la quantité de quelque chose, diminution ou disparition d'un liquide, de sang accumulé dans un organe, état qui en résulte. Donc, vendredi, jeu à 4 avec Poloche, tout ce qu'on prend, sentez-vous libre et moi-même. Exactement, Efficience a bien raison de le rappeler. Vendredi soir, on a dit quelle heure, Effie? 20h30 du coup? Comme sur votre créneau habituel? On jouera tous ensemble. Ce sera le vulga show. Le vulga show. Oui, parce qu'on n'a pas donné de nom non plus à cette émission. Il faut trouver... on n'a pas encore vraiment statué. Voilà, si vous avez des propositions de noms et l'heure, ouais, je suis pas. Bah, comme vous êtes plutôt habitués tous les trois à être plutôt à 20h, puis moi ça me dérange pas.
On en reparle, on en reparle. Mais voilà, sachez que ce sera voilà, les quatre vulgas en folie en train de jouer et de dire des conneries. Voilà, bah, comme d'hab en fait, j'ai envie de dire. Donc, euh, ce qu'elle nous dit en gros, c'est que ces veines, elles jouent un rôle important. Donc ces veines émissaires, on rappelle, c'est le système auxiliaire et non pas le système principal. Elles jouent un rôle important dans la déplétion, donc dans le fait de vider la cavité crânienne du sang, mais je suppose ici, en l'occurrence, du sang des veines, enfin du sang qui était frais et qui était frais, qui a refroidi le cerveau et qui s'est réchauffé par ce principe-là d'échange thermique ou je sais pas quoi. Et du coup, il faut vider pour faire circuler et récupérer du sang plus frais. Je vais regarder pour finir plus tôt au boulot si on n'est pas en sous-effectif, sinon je vais arriver tard. Oh, ah ouais, grave sur le statut 23h. Ouais, courage, courage, courage. Au pire, il y en aura d'autres Arcator, hein, t'inquiète pas, hein. Et puis il y aura le replay. Donc en gros, c'est ça qu'il faut que je dirais qu'il faut retenir. Si jamais, parce que comme je vous dis là, on est dans une partie qui pour moi est un peu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, sinueuse. Je m'auto. Et donc, n'hésitez pas, si vous comprenez différemment ou quoi, à apporter votre lecture à ce passage. Citons la veine émissaire mastoïdienne. Donc celle-ci, je ne sais pas si on l'avait. Elle était mastoïde, c'est à côté de la mâchoire mastoïdienne. Là, ouais. Je crois que c'est ça qui s'appelle la mastoïde. Hop, tac. Qui est la plus volumineuse. Les veines émissaires crâniennes sont parfois une voie de propagation des processus infectieux vers la cavité crânienne. En effet, lors des perfusions intraveineuses épicrâniennes, donc par le crâne, c'est par ce réseau que l'infection peut gagner le cerveau. Ok. En fait, comme c'est un réseau très dense, qui est là pour refroidir, où on voit que ça circule beaucoup, le cerveau et que ça vient au contact du cerveau, hein. Vous avez un réseau de veines, comme on a dit, qui était exo, donc à l'extérieur du crâne, mais vous avez un réseau de veines qui est à l'intérieur du crâne, endo. Du coup, directement au contact du cerveau. Et le cerveau, c'est une petite bête fragile, quoi. Donc effectivement, toutes ces veines qui sont au contact et qui amènent voilà, ce sang frais, enfin qui l'amènent et qui le font repartir aussi, puisqu'il y a cette idée de vidange aussi, est un réseau très sensible. Si jamais il y a une infection qui passe par là, ça peut être mauvais, quoi. Le mastoïdien, c'est pas celui qui est parti de X et déménagé sur une autre plateforme. Hein? Quoi? Qui est parti de X. Ah oui, ok, je l'ai. Mais c'est parce que j'ai le mastodon. Ok. Il me faut du temps. Pardon. Je connais pas bien le réseau, mais c'est bon, je l'ai. Donc voilà. Je m'excuse vraiment si cette partie elle est pas très très claire, hein, parce que je vous avoue que c'est pas simple. J'essaye de refaire les pièces du puzzle. Non, mais t'inquiète. Les jeux de mots sont largement acceptés ici, hein, et les jeux de mots pourris aussi, hein. J'essaye de refaire un peu le puzzle avec vous, et voilà ce que j'en ressort. Un système principal, un système auxiliaire, avec toute une partie aussi en connexion avec ce qui va être à l'extérieur, à l'intérieur du crâne, tout ça connecté, et qui permet le drainage des sinus. En cas d'hyperthermie, donc d'augmentation de la température, le circuit de refroidissement du cerveau humain utilise les voies émissaires, donc ces voies du système auxiliaire. Le réseau de veines émissaires qui vient d'être décrit joue précisément ce rôle, fonctionnant comme un relais dans un circuit de refroidissement plus étendu. Ce relais est particulièrement important puisqu'il permet de franchir les parois crâniennes. En effet, quand il fait très chaud,
Chez tout sujet très actif, la transpiration intense de la tête produit sur le cuir chevelu et sur la face de la sueur qui, peu à peu, va s'évaporer puisqu'en atmosphère chaude, seule l'évaporation permet d'évacuer le surplus de chaleur. Quand la température du corps s'élève, la transpiration est stimulée par des influx nerveux qui, simultanément, dilatent les vaisseaux sanguins de la peau. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Durant la transpiration, pardon. Picho, pose-toi, mon chat. Pose-toi, chaton. Hop, pose-toi. Donc, la vasodilatation. Durant la transpiration intense de la tête, le sang de la peau est donc refroidi par l'évaporation de cette sueur et son refroidissement facilité par la dilatation de ces vaisseaux sanguins. Dans les années 1980, au cours d'expériences très ciblées, les physiologistes Michel Cabanach et Henner Brinell ont observé la direction du flux sanguin en conditions d'hypothermie. Donc là, à l'inverse, où la température elle est plus basse. D'une part, et en conditions d'hyperthermie, donc là, au contraire, augmentation de la température, induite par l'exercice d'autre part. Ils ont observé, oui, j'attends. Ils ont observé le flux des veines émissaires pariétales, mastoïdiennes et ophtalmiques et constaté que dans les phases d'hyperthermie, de façon surprenante, le sang veineux du scalp, je dirais que c'est la surface de la peau du crâne, et de la face coule très rapidement et à contre-courant. Il traverse les parois crâniennes en empruntant le réseau des veines émissaires, puis rejoint le riche réseau veineux des sinus intracrâniens de la durmère. Alors là, il y a tout un pan que j'ai du mal, j'essaye de visualiser. Chaton. Ta, ta, ta. Donc déjà, le sang veineux du scalp. On va voir la figure 26. Peut-être que je vais avoir mes réponses. Tissu sous-cutané, veine émissaire, veine du diplopé, sinus longitudinaux. Donc ça, c'est les sinus dans lesquels il y a le sang frais. Le cerveau. Ok, donc là, on est dans une coupe. On a coupé le cerveau hein, pour essayer de vous repérer. Hop. Pourquoi je reste pas sur le cerveau en fait? On est de face comme ça, donc la profil face, et on a coupé pour regarder direct dedans. Là, vous retrouvez le sinus, hein, il est là, hein, et les deux hémisphères cérébraux. Donc là, on a l'os, la durmère, la nympimère. Ok. Je comprends pas cette idée de circulation en fait en sens inverse. Le sinus de la durmère. Je suis vraiment désolée, là, je vous avoue que je bug un peu sur le fonctionnement et le fait que ce soit surprenant. On va voir. Peut-être que ça va s'éclaircir un petit peu derrière. Hein. Toutes mes excuses. Là, sur ce principe-là, je savais que j'aurais dû dur sur le fonctionnement, ce fonctionnement-là particulier. Mais là, je bug. Ainsi donc, si le réseau émissaire opère en temps normal de l'intérieur vers l'extérieur du crâne, ok, dans le drainage du sang veineux du cerveau vers le cœur, oui, parce qu'il faut que ce sang veineux, il est pauvre en oxygène, on rappelle, il faut qu'il retourne vers le cœur, bref, pour être rechargé en sang, etc. etc. En conditions hyperthermiques, le flux sanguin s'inverse, le sang de la peau étant refroidi par l'évaporation de la sueur, un transfert massif de sang veineux extracrânien, donc de l'extérieur du crâne, froid, se produit alors vers l'intérieur du crâne. Ok,
Donc en temps normal, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, c'est l'inverse, c'est le sang de l'extérieur du crâne qui est refroidi par la transpiration, etc., qui va vers l'intérieur du crâne pour refroidir le cerveau. Là, ça s'éclaire. J'espère que ça s'éclaire aussi pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à le dire si c'est pas clair. Le sang emprunte le réseau des veines émissaires pour atteindre les sinus crâniens qui propagent finalement ce refroidissement jusqu'à la couche externe délicate du cortex cérébral, puis jusqu'au cerveau lui-même. Oui, là, quand il parle de couche externe, c'est ça. Hein. Ça va de mon côté. Ok, merci Arcator. Mais vraiment, n'hésitez pas. Hein, parce que là, comme moi-même, j'ai un petit peu du mal à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Je suis peut-être pas très claire dans mes explications. Donc là, a priori, j'ai capté ce qui se passait. Si je vous l'ai mal retransmis, dites-le moi. Voilà donc comment le réseau des veines émissaires joue un rôle important dans la thermorégulation du cerveau. Ok. Les chercheurs précités ont fait l'hypothèse. Attends, tu me plantes tes griffes. Les chercheurs précités ont fait l'hypothèse que les 3 veines émissaires qu'ils avaient étudiées faisaient partie d'un riche réseau d'innombrables veines sous-cutanées, souvent microscopiques. Cette hypothèse a tout d'abord été reçue avec scepticisme, puis dans les années 90, les travaux des anatomistes Wolfgang Zenker et Stefan Kubik ont complété les travaux des physiologistes et apporté un appui à cette thèse. Et bonsoir Beignas, comment tu vas? On parle de refroidissement du cerveau et ça nous fait chauffer le cerveau. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait chauffer le cerveau. Donc au final, l'hypothèse d'avoir plein de petites veines sous-cutanées, donc juste sous la peau, très très petites, qui participeraient à ce refroidissement en cas d'hyperthermie, l'hypothèse, a priori, a été confortée. Ceux-ci ont effectué des descriptions anatomiques très détaillées de la vascularisation des différentes parties du cerveau, en particulier des méninges et du réseau artériel cérébral. Ils ont mis en évidence la fonction de relais de refroidissement jouée par le liquide cérébrospinal. Alors, ce qu'on appelle aussi le LCR, liquide céphalorachidien, si je ne me trompe pas. Enfin, oui, cérébrospinal et rachidien, c'est pareil. Attendez, je vais aller vérifier. Je me mets le doute toute seule, hein, parce que ça, c'est vraiment des choses que je sais. Hein. Mais comme j'ai pas envie de vous dire trop de conneries, parce que je vais en dire certainement. Hein. Et bonsoir, Chronobule, comment ça va? Liquide, alors, céphalorachidien et cérébrospinal. Non, c'est la même chose. Le liquide cérébrospinal ou encore liquide céphalorachidien en ancienne nomenclature. Ah, c'est parce que j'ai l'ancienne nomenclature. Ah, pardon. Ok. Et j'ai pas ton prénom. Gaëlle, je m'appelle Gaëlle. Après, si jamais tu m'appelles Santé, c'est pas grave. Hein. Enfin, voilà, il y a plein. Il y a même des gens qui ont entendu mon prénom, qui ont oublié. Du coup, ils m'appellent Santé. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, t'inquiète pas, Benny. T'inquiète pas, Benny, ça va bien se passer. Et juste pour, du coup, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce fameux liquide cérébrospinal ou céphalorachidien, le fameux LCR. En fait, c'est le liquide biologique transparent dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, qu'on appelle aussi moelle spinale. C'est pour ça que maintenant on l'appelle cérébrospinal. Donc voilà, c'est vraiment le liquide voilà, dans lequel baigne votre cerveau et votre moelle épinière. Et parfois, ce liquide peut être infecté. C'est pour ça que parfois on va faire une ponction de LCR pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection ou autre dans ce liquide qui montrerait du coup une infection. En fait, je suis bête. Hop, appelez-vous ou alors curieux. LCR, je connais, c'est les piles, non? Ouais. Je dois un joker pour ce jeu de mots.
Mais pas des pieds, oui. Oh bah après, santé, j'en ai un, mais qui est pas très politiquement correct, donc je vais pas le dire. Mais disons que c'est sans test et voilà, il y a un truc qui se situe dans une partie anatomique de la région masculine qui commence un peu par ce test. Voilà, santé, voilà. Mais il y en a plein. Sentez pas des pieds, bah, déjà sentez-vous libre, sentez-vous enfin, il y a plein de jeux de mots, donc faites-vous plaisir, il y a pas de souci. Sentez-vous libre de faire des jeux de mots, voilà. No problemo de mon côté. Non, bah, sentez bal il y a pas enfin, ça c'est sans test et ça rime avec ridicule. Voilà, pour vous mettre sur la piste. Je sais pas si je devrais. Je vais perdre toute crédibilité après ce stream. C'est fini. Et merci pour le raid, Antémonia. Bienvenue les streamers. Non, c'est nous les streamers. Bienvenue les raiders. Comment ça va? Comment s'est passé le stream? Et bonsoir Tip and Top. Bonsoir les raiders. Comment allez-vous? Je vais me présenter en plein écran. Comment ça va? Comment ça va? Coucou. De quoi avez-vous donc parlé ce soir? Hop. Je vois que... Attends. Je regarde. Tac, tac, tac. Alors, la bio d'Antémonia, c'est « Je gueule, je rage, j'ai le rire de Woody Woodpecker. Bref, vous risquez d'en voir de toutes les couleurs. » Ok. Parfaite ta bio. Parfaite, parfaite. J'aime beaucoup. Alors ce soir, au cas où vous ne le saviez, enfin voilà, bienvenue chez Sentez-vous curieux. Je m'appelle Gaëlle, je fais de la vulga santé. Je suis orthoprothésiste, je sais me vendre, grave. Je suis orthoprothésiste dans la vraie vie, enfin paramédicale. Hein, je fais du grand appareillage sur mesure, plus particulièrement dans le polyhandicap infantile. Donc beaucoup de positionnement. Je ne fais pas d'appareil dentaire ou pour les oreilles. Et j'ai aussi été prof de pilates, j'ai fait une formation en posturo aussi, j'ai fait STAPS aussi, donc dans le sport quand j'étais plus jeune. Donc voilà, très axé sur le corps. Bon, j'ai été comptable aussi une période de ma vie, mais dont nous ne parlerons pas. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. En tout cas, soyez les bienvenus. Ce soir, c'est lecture du livre Comment nous sommes devenus bipèdes de Christine Tardieu. Qui nous explique comment on est devenu bipède, en fait. Hein, tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Et ce qui nous permet de parler un peu d'anatomie, de physiologie, d'apprendre des choses aussi. Hein. Là, on est rendu où on est sur le système de refroidissement du cerveau. Et je vous avoue que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple à comprendre, même si c'est très intéressant. Parce que alors je suis désolée, j'ai peut-être raté des messages, hein, mais bonsoir à tous, hein, kikou tout le monde, bonsoir Féline, bonsoir Emo, hop, je regarde, tac tac tac, j'espère que j'ai pas regardé, bonsoir Maëlle, hop, euh, et donc voilà, ce livre est voilà est plutôt. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas de base, il peut être peut-être un peu compliqué en solo à le lire, mais comme elle passe par toutes les étapes par lesquelles elle est passée, elle explique chaque étape de son raisonnement et de sa réflexion. C'est plutôt intéressant aussi d'avoir cette vue-là. Et là, ouais, on est sur le système de refroidissement du cerveau parce que nous, à un moment donné de notre évolution, l'environnement a changé, la température a changé, il a fallu qu'on s'adapte parce que nous avons dû aussi consommer plus d'énergie pour avoir accès à la nourriture. Bref, il a fallu lutter contre l'hyperthermie parce que votre cerveau n'aime pas la chaleur. Voilà, c'est pour ça qu'on dit faire chauffer les méninges. Il faut être gentil avec son cerveau, le préserver, etc. Et du coup, il y a eu déjà dans les systèmes pour lutter contre l'hyperthermie, il y a eu la perte de nos poils, le fait de transpirer parce que nous ne transpirions pas autant avant. Et bref, transpirer pour perdre de la chaleur,
perdre les poils pour améliorer l'efficacité de la transpiration. Et là, il y a un système même bien spécifique à notre cerveau et nous sommes en plein dedans et c'est pas forcément simple, mais c'est intéressant. Je vous mets quand même le petit programme de la semaine. Donc le lundi soir, c'est lecture. Le mercredi, on fait de l'actu santé, voilà, plein d'articles, des fois des petits docus. Et le dimanche soir, on fait du react sur un docu, sur un sujet ou plusieurs petits docus en fonction, toujours axé santé. Et l'idée, voilà, c'est d'apprendre aussi des choses ensemble, hein. Bien sûr, moi, je vous apporte un peu l'expertise que j'ai. Quand je ne sais pas quelque chose, je vous le dis. Là-dessus, je suis transparente et honnête. Et voilà. Et il y a un petit chat qui était sur mes genoux depuis tout à l'heure, qui s'appelle Tidjo. Il y en a un deuxième aussi que vous aurez peut-être l'occasion de voir, qui s'appelle Asia. Voilà, voilà. Donc voilà pour le programme. Et aussi cette semaine, il y a vendredi, si vous aimez les vulgarisateurs, les jeux, eh ben, nous serons Efficience, Tout ce qu'on prend, Poloche Changène et moi-même en stream vendredi soir pour jouer tous les 4 ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Chat, oui, chat. Je vais retirer le programme du coup là, sinon attention. En fait, c'est lui la star. Moi, je devrais mettre lui. Je mets juste la caméra uniquement sur Tidjo et puis moi, je me mets pas. Je suis sûre que je fais plus de vues avec ça. Après, je sais pas si vous expliquerait des trucs d'anatomie aussi bien, mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais. En tout cas, voilà pour le programme. Soyez les bienvenus et voilà, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a aussi, je vous mets le Discord parce que tout ce qu'on voit en stream, que ce soit les articles, les documentaires, etc., je les reposte sur le Discord. Vous pouvez aussi poser vos questions, proposer des sujets, proposer des articles, proposer des vidéos, compléter aussi des informations. Enfin voilà, ou juste venir faire les curieux, hein, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. On va repartir dans la lecture. Faudrait qu'il nous explique comment il arrive à se contorsionner pour se lécher. Tu es jaloux, tu voudrais vraiment, Maël, réussir à le faire. Alors peut-être que ton objectif n'est pas le FIAC a priori, hein, je ne sais pas. Mais après, franchement, il y a certainement des... Non, pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. On la connaît, on la connaît. Tu fais aussi des streams guitare. Alors, j'ai fait une fois pour l'instant. Je l'ai fait un petit peu en one again, sans prévenir et tout. Un stream où j'ai fait un peu de guitare, effectivement. Après, je suis pas une grande guitariste, hein. Franchement, je joue des accords. Enfin voilà, j'ai appris la guitare. Bon, maintenant il y a quelques années, hein, mais j'ai appris par moi-même la guitare. Bon, aidée par une copine quand même, et j'avais quelques petites bases. Mais c'est plus pour m'accompagner au chant. Donc, des fois, on chante un peu ici. Alors, pas forcément en karaoké, enfin, j'en ai pas fait pour l'instant. Mais comme j'ai, d'ailleurs, étonnamment, personne ne l'a activé pour l'instant, mais on n'est pas à 2 heures de stream, c'est peut-être pour ça. En fait, une récompense en point de chaîne qui s'appelle Bouger et où c'est un moment où, du coup, comme l'important, c'est de changer de position régulièrement, et de bouger, plutôt que voilà, de rester 3 heures, 4, 5 heures, voire plus, assis, merci Karim, devant son ordinateur. Du coup, j'ai cette petite récompense et qui s'appelle Bouger, que Karim vient d'activer. Et bah, du coup, vous allez la découvrir tout de suite, hein. Comme ça va nous faire une petite soupape, même pour vous, pour le raid éventuellement, un petit temps entre les deux, pour souffler avant d'aborder, de rentrer dans le dur, comprendre comment notre système de refroidissement de notre cerveau fonctionne. Autant vous dire que c'est pas simple. Après, on simplifie, hein, vous inquiétez pas, on essaye de simplifier quand même. Donc en fait, l'idée, c'est que je mets une musique et que je danse pendant le temps de la musique. Alors pas forcément toute la musique,
Mais voilà, c'est l'idée et je vous encourage bien sûr à faire de même derrière vos écrans, vos téléphones, vos tablettes, peu importe, à bouger autant que vous pouvez, pour voilà, parce qu'il y a pas de mauvaise position. En fait, c'est le fait de maintenir sa position qui est mauvaise. Donc n'hésitez pas à profiter de ce temps de n'importe quoi pour bouger et je pense alors attendez. Donc voilà, on va repasser sur quelque chose, voilà, on passe du coq à l'âne, sans transition aucune. J'espère que vous avez bougé vous aussi, hein, quand même, hein? Bougez, chantez, que vous êtes activés, que c'est pas que les emotes qui bougent, que c'est vous aussi qui bougez chez vous. Allez, repartons, sans transition aucune, sur la lecture. Donc, je vous disais, là, vous arrivez comme dans un moment qui est ouais, un petit peu compliqué. Mais en gros, je vais essayer quand même de vous résumer ça. Notre cerveau, voilà, ça c'est un cerveau, hein, joli cerveau, a tout un système de refroidissement parce que votre cerveau n'aime pas la chaleur. Donc je vous ai dit, on a perdu, effectivement, il y a la transpiration, il y a les poils, la danse au milieu du plat de patates, oui, c'est ça. N'aime pas la chaleur, donc il faut pouvoir le refroidir. Et pour le refroidir, il y a tout un réseau, notamment de ce qu'on appelle des sinus, hein, qui vont permettre ce refroidissement. Vous avez aussi le sinus caverneux, qui est aussi une partie importante. Alors, selon nous, humains, nous avons un sinus caverneux simple. Il y a certains animaux qui ont un sinus caverneux beaucoup plus travaillé, avec un réseau carotidien en plus, qui est beaucoup plus efficace. Bref, nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas ce super système de refroidissement. Mais quand même, la nature étant bien foutue, euh, nous avons quand même cette base-là pour, euh, pour aider notre cerveau, c'est pas ça que je voulais, pour aider notre cerveau à se refroidir. Alors là, je vais même plutôt me servir de son schéma L. On a tout un réseau, hop, on a tout un réseau de d'autres veines. Il y a un réseau principal et un réseau auxiliaire qui permettent de ce qu'on appelle drainer ces sinus pour continuer à refroidir notre cerveau. Et là, ce qu'on a vu, c'est que normalement, ça va plutôt, ce système de réseau veineux va plutôt, on va dire, circuler de l'intérieur du crâne vers l'extérieur du crâne. Et là, on vient de voir que lors d'un effort, ça va plutôt être dans le sens inverse. C'est-à-dire que la transpiration qui va s'opérer, notamment au niveau du cuir chevelu, va avoir plutôt tendance à refroidir les veines sous-cutanées. Et en fait, l'un, ça va se faire dans le sens inverse, plutôt de l'extérieur du crâne vers l'intérieur du crâne. Voilà grosso modo ce qu'on vient de voir pour ce qu'on en a compris. Parce que je vous avoue que c'était pas simple. C'était pas simple. Est-ce que c'était cette page-là ou cette page-là ou cette page-là? J'en étais où? Donc voilà. N'hésitez pas quand même à poser vos questions si jamais je ferai de mon mieux pour y répondre. Ou encore une fois, l'intelligence collective du chat, si vous avez une information, n'hésitez pas à la partager. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était exactement. Avec bouger, le raid et tout ça, là, ça m'a... Les années 90, oui. Donc, il y a plein de petites veines comme ça en sous-cutané qui participent à tout ça. Il y a une grosse vascularisation de tout ça. D'adjurmer permet de transmettre facilement le changement de température. Il y a le liquide céphalo aussi, cérébrospinal, pardon. Moi, j'ai l'habitude de dire liquide céphalorachidien, qu'on appelle aujourd'hui liquide cérébrospinal. Voilà, c'est des questions de nouvelle nomenclature, ancienne nomenclature. C'est le liquide dans lequel baigne notre cerveau et notre moelle épinière. À leur tour, les gradients de température de ce liquide peuvent se transmettre au cortex cérébral, soit directement, soit indirectement, à travers des ramifications très étendues des artères du cerveau.
Enfin, ces chercheurs ont montré que de nombreuses branches artérielles, donc là c'est le sang, les veines c'est le sang qui est pauvre en oxygène, et les artères c'est là où est le sang riche en oxygène, c'est le sang qui part du cœur. Donc de nombreuses branches artérielles baignant dans le liquide céphalorachidien présentent un diamètre très faible. Ce diamètre est proche de celui des vaisseaux sanguins du réseau carotidien merveilleux des animaux dans lequel un refroidissement sélectif du cerveau a été observé expérimentalement. Alors ce fameux réseau carotidien merveilleux, c'est normal si ça ne vous parle pas, c'est ce qu'on a vu précédemment où quand je vous parlais qu'on avait un sinus caverneux et qu'on a des animaux qui ont un truc en plus avec ce sinus caverneux, c'est ce fameux réseau carotidien merveilleux euh, qui va en fait baigner dans le sinus caverneux. Là, vous avez le réseau carotidien, plein de mini-artères qui baignent à l'intérieur de ce sinus caverneux. Sinus caverneux où vous avez du sang des veines froid et réseau carotidien. Et réseau carotidien, vous avez le sang des artères chaud. Et on baigne ça dans le sang froid pour refroidir le sang des artères. Et l'idée, c'est que le sang des artères, du coup, refroidi, eh ben, lui, son objectif, c'est d'aller dans le cerveau, hein, c'est le sang des artères, il est riche en oxygène, il veut aller donner de l'oxygène au cerveau, et ben là, il est directement refroidi. Et ça aide, ça contribue de grande façon, on va dire, au refroidissement, en plus de tout le reste du système. Et nous, ça, on n'a pas. Ainsi, le système de refroidissement du cerveau humain utilise un circuit continu de canaux sanguins, d'abord extracrânien, donc à l'extérieur du crâne, puis transcrânien, enfin intracrânien, donc au milieu, en gros à l'extérieur, au milieu et à l'intérieur, constitué de relais de taille parfois microscopique qui propagent par convection les changements de température jusqu'au cortex cérébral, puis jusqu'au cœur du cerveau. Donc, par convection, c'est une façon de transférer la chaleur. Comment ils le définissent? Ok, aucune. Et je peux pas faire. On va le faire comme ça alors, hein, si tu veux pas me faire un. Ah, mais oui, mais je veux jouer. J'ai pas changé de scène. Ah là là. Vous êtes sur un stream de professionnels, hein, attention. Hop. Tac, tac. Je vais faire ça. Mais convection, vous avez plusieurs, hop, plusieurs façons de faire des transferts de chaleur. Hop. Donc, convection est l'ensemble des mouvements internes verticaux et horizontaux qui animent un fluide et qui impliquent alors le transport des propriétés et particules de ce fluide au cours de son déplacement. Elle peut être due à des différences de température, une agitation mécanique, un pompage, etc. Voilà. Hop, revenons à nos moutons. Du coup, là, je vous remets sur la bonne scène. Alors, n'hésitez pas, hein, sur les points de chaîne, vous avez une récompense de points de chaîne qui s'appelle scène pour me dire de changer de scène, en fait, tout simplement. Ok, l'hypothèse du radiateur. Peut-être que là, ça va se simplifier. Radiateur, à peu près, on voit à peu près de quoi on parle. Peut-on trouver des traces sur les crânes fossiles qui livreraient des indices sur la morphologie des sinus veineux des premiers hominidés et la façon dont le flux sanguin s'écoulait dans leur cerveau? Pari difficile. En gros, l'idée, c'est de voir à l'intérieur du crâne des fossiles. Est-ce que on voit la trace là, ici, il y aurait la trace de ces fameuses veines. Pour essayer, par impression, en fait, c'est comme si les veines avaient imprimé sur le crâne leur passage. Et que bah, du coup, on essaie d'utiliser. Et merci pour le follow, Renard de Neuf. Bienvenue.
Donc Dean Falk, en proposant son hypothèse du radiateur, s'est appuyé sur des crânes fossiles pour suggérer que le réseau des veines émissaires décrit ci-dessus se serait progressivement élaboré au cours de l'évolution de certains hominidés en réponse au stress thermique de de leur environnement. De fait, les sinus veineux laissent des empreintes qui sont lisibles sur la face interne de la boîte crânienne. Et oui, tous vos petits vaisseaux et tout ça laissent une empreinte sur l'os de votre crâne à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui est utilisé pour justement faire les recherches et notamment justement comprendre l'évolution du cerveau. Alors là, en l'occurrence, le réseau veineux, mais même pour la taille, enfin pour plein de choses. Et en fait, on va faire une copie numérique de la face interne du crâne. Et ensuite, à partir de cette copie numérique, on va essayer de reproduire en tout cas le cerveau. En gros, vous avez le négatif, en photographie. Vous avez le négatif qui est sur la paroi du crâne. Et à partir de là, vous allez reconstituer le positif. Et ça, maintenant, on le fait en 3 dimensions pas sur ordinateur et tout. Hein. Ta, 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 ta. De fait, les sinus laissent les empreintes. Oui, ça, je viens de le lire, c'est pas grave. Et les grosses veines émissaires transitent par des foramen. Foramen égale trou. Hein, voilà, vous prenez pas la tête. Foramen, trou. Qui sont observables sur les crânes fossiles. En fait, ça va permettre de voir aussi, vous allez avoir l'impression à l'intérieur du crâne, mais aussi les petits trous par lesquels sont sorties les veines, sont passées les veines, etc. Vous appuyez sur tout ça pour constituer le réseau, de veines du crâne. Dean Falk a étudié les crânes fossiles de 3 genres d'hominidés. Les paranthropes, les australopithèques et les premiers homos. Les paranthropes sont des australopithèques robustes connus en Afrique du Sud, de l'Est, entre 2,5 et 1,5 millions d'années. Ils sont bipèdes, mais trop spécialisés en de nombreux aspects de leur anatomie pour être les ancêtres directs des homos. Une de ces spécialisations concerne précisément la morphologie des 2 importants sinus veineux situés à la face postérieure du crâne qui drainent le sang hors de la boîte crânienne. Donc potentiellement, ce serait, si je ne me trompe pas, hein, là je vais mettre, ce serait les 2 qui drainent à l'arrière, je dirais que c'est ceux-là. Je dirais que c'est ces sinus-là, mais prendre avec des pincettes. Hein. Tout. Ok. Hop. Les empreintes observées sur les crânes des paranthropes montrent un système de 2 sinus très larges appelé occipital marginal, de forme et de disposition très particulières que l'on retrouve chez Australopithecus afarensis. Ce système est très différent du système commun aux autres australopithèques dits graciles. Australopithecus africanus. Donc on a afarensis et on a africanus. Aux premiers homos et aux hommes actuels. Les paranthropes et Lucie présentent également une fréquence très faible de foramen émissaires, suggérant qu'ils ne disposaient pas d'un système de refroidissement sélectif du cerveau. Parce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait en fait un système principal de drainage et étant l'espèce de Lucie. Oui, merci Mel pour la précision. Un système principal de drainage de ce système de refroidissement des sinus et un système auxiliaire pour le drainage justement de ces sinus et qui passait par un réseau émissaire. C'est pour ça qu'il parle de foramen émissaire parce qu'on a aussi vu que lors d'une vraie hyperthermie, d'une activité physique, c'était plutôt le réseau auxiliaire qui était plus sollicité que le réseau principal. Le réseau principal, on va dire que c'est pour réguler la température courante et le réseau auxiliaire pour gérer les pics thermiques. Donc,
la présence ou non de ces foramen émissaires nous donne un indice sur le fonctionnement aussi du coup du réseau de refroidissement du cerveau. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair et à poser vos questions, encore une fois. Je suis où? À chaque fois, je me perds dans ma lecture. Hem, mmh mh. Bonne ah, bonne soirée Gertrude. Bonne soirée, à très vite. Et bonsoir Valkyrie, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Ta 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 ta, hop. Donc leur fréquence est plus faible chez les grands singes que chez les hommes et a augmenté de façon très significative durant l'évolution des autres australopithèques et des premiers homos jusqu'à l'homme actuel. Donc ça veut dire qu'au début, il y en avait peu de ce ça va un peu fatigué là, je dis que je ferai pas trop un gros stream ce soir, mais là je suis sur un gros sujet qui est un peu compliqué. J'essaye moi-même de comprendre pour essayer de vous transmettre les infos, donc c'est pas forcément évident, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Donc là, en gros, il y en avait pas beaucoup et avec l'évolution, plus ça a été, plus il y a eu ce développement de, ces foramen. Il y a eu de plus en plus de foramen émissaires, donc il y a eu le développement de ce réseau auxiliaire qui est le réseau qui est le plus actif, on va dire entre guillemets, lors des pics de température. La capacité crânienne de Lucie et des paranthropes est de 400 cm3 environ. Notre capacité actuelle, je crois que c'est 1350 cm3 pour avoir une idée. Proche de celle d'un chimpanzé. Durant l'évolution des paranthropes, cette faible taille du cerveau est restée constante. Après, c'est pareil, hein, elle précise la taille du cerveau parce que forcément, plus votre cerveau va être gros, plus il va consommer d'énergie. Déjà, notre cerveau consomme 20% de notre énergie, ce qui est énorme par rapport à la taille qu'il fait. Et forcément, va dégager aussi beaucoup plus de chaleur. Donc, c'est sûr qu'un petit cerveau va être plus facile à refroidir qu'un gros cerveau. Lucie, nous l'avons vu, vit en Éthiopie peu avant 3 millions d'années, dans un habitat encore couvert et boisé. Donc ça veut dire qu'elle a encore de la fraîcheur. Les paranthropes ne sont pas adaptés à un environnement de savane ouverte ni à un mode de vie sous de fortes chaleurs, ce qui est en accord avec un système crânien vasculaire dépourvu de capacité de refroidissement. Donc là, c'est bien précisé que à cette époque-là, en gros, ils n'avaient pas forcément besoin de ce système de refroidissement efficace puisque l'habitat, la température, ne le sollicitait pas. Mais ça fait d'eux des paranthropes, des paranthropes pas adaptés du coup à la chaleur, au fait d'avoir une savane ouverte, donc pas d'ombre, pas de moyen de se refroidir, etc. Vers 1,9 million d'années environ, le volume du cerveau et la fréquence des veines émissaires commencent à augmenter chez les autres hominidés comparativement aux paranthropes contemporains. Un réseau vasculaire cérébral s'élabore qui va devenir de plus en plus complexe. Ces hominidés vivent dans un environnement de savane qui s'ouvre de plus en plus, imposant un stress calorique de plus en plus élevé. Oui, le fait que ça s'ouvre, en fait, ça crée une absence d'ombrage, donc on ne peut pas se protéger de la chaleur. Et en plus de ça, ça va demander aussi plus d'énergie dans les déplacements pour aller trouver les endroits où il y a de la nourriture, du coup. J'adore la science. Et merci pour le follow, Hémoglobine. Bienvenue. Tout. Si l'impact de l'environnement sur le refroidissement sélectif du cerveau des hominidés a été déterminant, l'impact du comportement des hominidés aurait aussi joué un rôle, puisque c'est au cours de cette période que s'améliore la performance de la bipédie et qu'une empreinte observée sur les crânes de paranthropes montre un système de 2 sinus très larges appelé occipital marginal, de forme et de disposition très particulières que l'on retrouve chez Australopithecus afarensis. Attends, est-ce que j'ai fait un... J'ai l'impression que j'ai fait un bug de... Ouais, j'ai dû me tromper. Voilà, oui, je suis retournée en arrière.
C'est marrant parce que la phrase, ça faisait pas, ça faisait pas bizarre. Donc, déjà lu, oui, je me suis dit, attends, ça me dit un truc. Mais ça coulait, enfin, je trouvais que la phrase, sur le coup, c'était pas choquant. Donc, on voit que l'impact de l'environnement, ce changement d'environnement, a demandé du coup une adaptation du système de refroidissement du cerveau des hominidés, mais il y a aussi le comportement des hominidés qui aurait joué un rôle, puisque à ce moment-là aussi, on améliore les performances de la bipédie et qu'une sélection vers la course d'endurance se serait fait jour. Ok. Donc on a deux événements a priori qui coïncident. Donc le fait de devoir s'adapter à un environnement qui change et où la température augmente, où on peut plus se refroidir, où il faut marcher de plus en plus et donc consommer de plus en plus d'énergie et donc libérer encore plus de chaleur pour trouver sa nourriture. Et c'est aussi le moment, mais presque de façon logique, hein. Si vous devez vous déplacer plus, vous devez être plus performant dans votre bipédie, dans votre mode de déplacement principal. Vous devez être de plus en plus efficace pour essayer, malgré tout, de consommer le moins possible, d'être le plus économe. Pour rappel, encore une fois, la bipédie, nous ne sommes pas les seuls bipèdes dans le règne animal, mais nous sommes les seuls bipèdes permanents qui en avons fait notre mode de locomotion principal. D'ailleurs pour ça que dans la bipédie, nous sommes économes, mais comparé à d'autres animaux dans leur mode de locomotion classique, nous ne sommes pas forcément les plus économes en énergie du règne animal. Je ne sais pas lequel est, hein, mais juste voilà pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. À 1,8 million d'années, au Kenya, l'adolescent de Turkana, jeune Homo erectus, à la ligne est lancé et nous avons déjà rencontré, présente un volume crânien de 900 cm3. Donc déjà, on est à plus de 2 fois le volume de Lucie. Cette valeur représente le double du volume crânien des premiers australopithèques et les 2/3 du volume moyen du cerveau de l'homme actuel. Alors, 1400 cm3 actuels, j'étais à 50 cm3 près. Elle est pas mal quand même. En sachant que c'est une moyenne, 1400 cm3, certains vont être un peu plus, un peu moins. Et sachez que nous sommes montés dans notre évolution à jusqu'à un peu plus de 1500, je crois, et que ça a rediminué derrière. Donc, notre cerveau n'est pas forcément voué à ne faire que grossir. Et bonsoir et merci pour le follow. Alors, James Sorens, dis-moi comment tu veux que je prononce son pseudo. N'hésite pas à me dire. Hein. Désolée si j'ai mal prononcé. En tout cas, bienvenue. Ça fait une sacrée moto, oui. 1400 cm3, ça fait une sacrée moto, oui. Donc, le cerveau déjà d'Homo erectus a augmenté et il faut aussi que son système du coup de refroidissement s'améliore. Adapté non seulement à la marche mais aussi à la course, le profil corporel longiligne de ce jeune Homo erectus, déjà pourvu de certaines capacités à refroidir son cerveau, est idéal pour dissiper la chaleur sous un climat chaud. On a vu qu'il y avait aussi, par rapport au fait d'être bipède, l'exposition aussi de la surface. Néandertal, ça passe pas, vas-y. Mon automode est très, très tatillon. Je le trouve vraiment très, très tatillon. Je crois que Néandertal a un volume crânien allant jusqu'à 1600 cm3, mais une importante partie de son cerveau était dédiée à la mémoire à long terme. Alors, je sais pas si c'est Néandertal, ce serait pas impossible. Après, je trouve compliqué, je ne sais pas, si tu as une source, n'hésite pas à la partager, que ce soit dans le Discord ou même là, même si le lien sera supprimé, normalement, je le verrai. Mais si tu as une source par rapport à ça, parce que ça me paraît compliqué de pouvoir dire sans avoir pu examiner, interroger ou autre,
enfin voilà, pouvoir observer vraiment un cerveau en activité de néandertalien, de dire qu'une grosse partie de son cerveau était dédiée à la mémoire à long terme. Ça me paraît compliqué. Alors peut-être qu'il s'appuie pour ça sur justement, je ne sais pas si vous étiez arrivé avant ou après, le fait que, j'ai un doute là. Le fait que, il y ait, à l'intérieur de notre crâne, l'image, l'impression en négatif, justement du cerveau, et des veines et cetera, et ils ont reconstitué le cerveau en 3 dimensions, pardon, sur ordinateur à partir de ça. Et que par rapport à la forme du cerveau et peut-être aux endroits au cortex qui étaient plus ou moins développés, ils en ont déduit ça, mais ça me paraît difficile à dire. C'est peut-être une hypothèse, ça c'est pas impossible, mais je vois pas comment ils auraient pu en arriver à cette déduction. Après, c'est pas mon domaine de spécialité. J'ai moi-même pas fait, je suis pas dans la recherche, hein, je suis vraiment paramède, hein, je suis pas, on va dire entre guillemets, enfin, je suis scientifique d'une certaine façon, mais je suis pas chercheuse. Donc voilà, la neuro n'est pas forcément ma spécialité non plus. J'ai quelques notions, mais ça me paraît difficile d'arriver à cette conclusion, en tout cas de façon affirmative, en étant sûre. Mais par contre, d'avoir une hypothèse, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Hem, mais après sur le volume du cerveau, ça on doit le savoir et si c'est 1600, ça m'étonne, ça serait pas étonnant, hein. Ça serait pas étonnant. Mais bon, leur gros cerveau leur a malheureusement, pas aidé à survivre, quoi. Comme quoi c'est pas la taille qui compte, hein. Titre. Hem, J'en étais où? Donc ah oui, je vous disais, oui, qu'on avait vu aussi que le fait d'être debout par rapport à ce que vous exposez, de surface exposée aussi au soleil, nous, c'est juste la tête et les épaules, c'est une petite surface. Alors que, par exemple, un animal qui a 4 pattes, bah, si vous le regardez du dessus, il y aura tout son dos, le dessus de son crâne, enfin, il y aura une surface exposée aussi, au soleil qui sera beaucoup plus importante aussi. Donc la bipédie pourrait être un avantage, en tout cas de ce côté-là, mais faut toujours regarder aussi par rapport aux échanges enfin, aux échanges de chaleur, quelle surface vous permet d'évacuer la chaleur. Voilà, c'est pas forcément le volume, mais vraiment la surface qui vous permet, ou non d'évacuer la chaleur qu'il faut prendre en compte. Je sais pas si je suis très claire. Donc, à partir de 1,8 million d'années, le genre Homo, après sa divergence des australopithèques, aurait connu une forte densification du réseau vasculaire des veines émissaires, donc du réseau auxiliaire qui est vraiment sollicité en cas d'hyperthermie. Ainsi, selon l'hypothèse de Dean Falk, la tendance continue à l'augmentation de la taille du cerveau dans la lignée conduisant à Homo sapiens serait corrélée avec l'élaboration progressive du réseau des veines émissaires. Après, comme je disais, hein, plus il y a gros cerveau, plus il y a de chaleur, plus il faut refroidir. Donc, que les deux se corrèlent, ça paraît logique, parce que si vous augmentez la taille du cerveau, mais pas le système de refroidissement, va y avoir surchauffe égale chaos, capote, merci, au revoir. Donc ça paraît logique. Il est important de souligner que l'évolution de ce réseau vasculaire n'a pas été la cause de l'augmentation du volume du cerveau dans la lignée humaine. Elle aurait levé une contrainte thermique qui, jusque-là, empêchait l'augmentation du volume cérébral. Donc là, ce qu'elle dit, c'est pas parce que notre cerveau, enfin, il y a eu que le système de refroidissement s'est amélioré que c'est pas ça qui a déclenché l'augmentation du volume cérébral. Mais l'amélioration du système a levé la contrainte thermique qui empêchait jusque-là l'augmentation du volume cérébral. Donc il y avait, on va dire, moi de ce que je comprends, il y avait le cerveau, il avait envie de grossir, mais il était là, ouais, vas-y, j'ai envie de plus en plus gros. Mais il y avait cette contrainte thermique qui le retenait, et donc il a fallu attendre
l'amélioration du système de refroidissement. Le réseau des veines émissaires mis en évidence par Falk chez l'homme actuel représente une certaine équivalence avec le réseau merveilleux. Donc c'est ce fameux réseau carotidien qui vient baigner dans le système, dans le sinus caverneux, réseau carotidien merveilleux que nous n'avons pas, qui est le système qu'on connaît optimal de refroidissement, qui est présent chez certains mammifères, mais pas chez nous. Donc on a compensé avec ce système-là, les systèmes de veines émissaires, bien identifiés et décrits chez de nombreux mammifères actuels. Précisons que le réseau merveilleux est un réseau très localisé, décrit et compris depuis fort longtemps, mais qu'il serait illusoire de rechercher sur des fossiles. Oui, parce que c'est tellement central. Autant vous avez à l'intérieur du crâne des traces imprimées du cerveau et des veines, mais si ce qui concerne les veines qui sont à l'intérieur du cerveau, forcément, il n'y a aucune trace, il n'y a rien. C'est de la partie molle. Ça ne survit pas au niveau fossile. À l'inverse, le réseau des veines émissaires est une structure vasculaire très étendue, ramifiée et dispersée, qui a été beaucoup plus difficile à mettre en évidence et dont la fonction de refroidissement a été en conséquence plus difficile à démontrer. Donc ça, c'est notre système qui est très vaste au final, qui est plein de petites veines, voire très fines, etc., qui font un réseau très divers qui n'est pas localisé, puisqu'il est vraiment sous-cutané partout. Et alors que l'autre, ce fameux réseau carotidien merveilleux, que je vous disais qui baigne dans le sinus caverneux, etc., lui, il est localisé, puisque tout ce ce réseau carotidien merveilleux, il est, on va dire, entre guillemets, ça fait une espèce de pelote à l'intérieur du sinus caverneux. Donc, pour le localiser, c'est assez facile. Alors que là, plein de petites veines très fines un peu partout, évidemment, à localiser, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps à découvrir, à comprendre leur fonctionnement et leur intérêt. On aurait aimé trouver dans l'hypothèse finale du radiateur une démonstration magistrale faisant parler les fossiles hominidés avec éloquence. Face à cette déception, disons que le grand mérite de Falk est d'avoir tenté une proposition qui pouvait être testable et lisible sur des fossiles, ce qui est un pari très audacieux, mais les foramen crâniens sont capricieux et ne sont pas très bavards. Mais je me demande, parce que le livre date de 2012, je me demande justement si avec les nouvelles technologies dont je vous parlais, de pouvoir faire à partir de ce négatif sur le crâne des formalisations en 3 dimensions, je me demande si ça, on n'a pas levé une partie de la contrainte technique et qu'on pourrait pas aujourd'hui aller plus loin, quoi. Résumons ces pages arides consacrées à nos ancêtres en quête de nourriture, luttant contre l'hyperthermie dans les régions d'Afrique où ils vivent. Face au stress calorique imposé par le climat de l'équateur et des tropiques, la protection thermique fournie par une peau nue et ses glandes associées de sudation a été un facteur crucial qui a permis ensuite la lente expansion du cerveau durant l'évolution du genre Homo. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous n'avez pas de poils, pourquoi vous transpirez et pourquoi on pue. Si on s'en réfère à Kéros qui n'est pas là ce soir, mais qui a retenu ça. En fait, on transpire, super. Ah, c'est bien, on lutte contre l'hyperthermie. Le système qu'on a trouvé, c'est de puer. Bon. Vous faites la vie que vous voulez. Donc, l'élaboration du réseau de veines émissaires permettant le refroidissement cérébral aurait également joué un rôle important. Loin d'avoir causé l'expansion du cerveau, ces facteurs auraient contribué à desserrer une contrainte thermique qui, jusque-là, avait tenu en échec cette expansion. Une concurrence métabolique entre cerveau et intestin. Je suis en train de me poser la question parce que, comme je vous disais en début de stream, je suis un petit peu fatiguée. Je regarde un peu si c'est long ou pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dont on vient de parler? Ouais, je pense qu'on continuera la prochaine fois.